Elle est brillante, elle est drôle, elle est aussi très belle. C'est vrai. Cet été, dans vos oreilles, retrouvez le meilleur podcast ciné de France. Anaïs se fait des films. Critique, analyse, interview, vous saurez tout sur le cinéma. Et aussi, malheureusement, tout sur sa vie. Je parle beaucoup. Par la journaliste et podcasteuse primée Anaïs Bordage et la réalisatrice visionnaire Aurélie Rodriguez. Anaïs se fait des films, un podcast qui a déjà séduit des dizaines de milliers d'auditeurs. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez apprendre des choses. Anaïs se fait des films, tous les vendredis sur votre appli de podcast préférée. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut, moi c'est Anaïs. Bienvenue dans Anaïs se fait des films, un podcast qui vous parle de cinéma et aussi un peu de moi. Vous avez déjà regardé une bande-annonce et pensé « ils en font un peu trop là ?» ou fini un trailer en vous disant « ok, donc en fait je viens de voir tout le film ». Alors cet épisode est sans doute fait pour vous. À quoi servent les bandes-annonces? Qui les fabrique? Dans quelles conditions? Est-ce que tous les monteurs de bandes-annonces ressemblent au personnage de Jack Black dans The Holiday? Comment faire une bonne bande-annonce sans spoiler le film dont on parle? Combien de fois vais-je prononcer les mots bande-annonce dans cette intro? Est-ce qu'on apprécie plus un film quand on sait à quoi s'attendre ou au contraire quand on ignore absolument tout de son intrigue? Et dans un monde de plus en plus obsédé par le concept de spoiler, est-ce que ça a encore du sens de regarder des bandes-annonces? Dans cet épisode, je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Un peu plus tard, vous pourrez entendre mon interview avec Philippe Grelat, le patron de Filmanoid, une entreprise qui réalise depuis 20 ans une partie des bandes annonces que vous voyez passer au cinéma. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un film qui est en salle depuis le 11 juin, que j'ai beaucoup aimé et dont je ne peux pas vous dire grand-chose. Ce film, c'est Life of Chuck de Mike Flanagan. Vous connaissez sans doute le nom de Mike Flanagan, il a réalisé beaucoup de films d'horreur que j'adore, notamment Pas un bruit, et aussi des séries d'horreur que j'adore, notamment The Haunting of Hill House, Bly Manor ou encore Sermon de minuit. C'est un énorme fan de Stephen King, il a adapté plusieurs de ses romans au cinéma puisque c'est lui qui a réalisé Jessie, Gerald's Game en anglais, ou Dr. Sleep. Et cette fois-ci, avec Life of Chuck, il adapte une nouvelle de Stephen King. Quand j'ai reçu l'invitation aux projections de presse, j'ai tout de suite compris que c'était le genre de film dont il valait mieux ne rien savoir. Généralement, les attachés de presse envoient un petit synopsis du film, mais là, c'était assez opaque. Je cite « Le film est d'autant plus agréable à découvrir que son synopsis est court, laissant toute sa place à l'émerveillement. 3 chapitres de la vie d'un homme ordinaire nommé Charles Krantz, dit Chuck. » Fin de la citation. La tagline du film, c'est-à-dire la petite phrase d'accroche qu'on trouve sur le poster, elle aussi, elle est très mystérieuse. Je cite « Life of Chuck, chaque vie est un univers. » Étant très cliente du travail de Mike Flanagan, je me suis inscrite à la projection sans trop me poser de questions. Et mon verdict, c'est que j'ai beaucoup aimé le film. Je l'ai vu en étant épuisée, moins de 48 heures après mon retour de Cannes, et c'était exactement la petite douceur dont j'avais besoin. C'est un film très doux, mélancolique et poétique. C'est aussi monté par Mike Flanagan, et c'est un film où le travail sur le montage est très visible, puisqu'il est divisé en 3 actes, qui ne sont pas dans l'ordre chronologique, mais qui racontent tous l'histoire du même personnage. Le deuxième acte en particulier est vraiment virtuose. Il se focalise sur un seul moment, c'est une scène de danse, et c'est vraiment captivant. J'ai été happée par le récit, le casting est super, à la fois les connus, Tom Hiddleston, Mark Hamill, Matthew Lillard, comme les pas connus, notamment Benjamin Pajak qui joue le petit garçon, ou Taylor Gordon qui joue la batteuse du deuxième acte. C'est un film que certains qualifieront sans doute de mièvre, moi j'ai juste trouvé ça sincère et très touchant. C'est un film qui se révèle au fil du visionnage et le mystère fait vraiment partie de l'expérience. Et du coup, en sortant, je me suis dit comment je vais parler de ce film sans gâcher l'expérience pour les gens qui s'apprêtent à le voir. Du coup, je suis allée regarder la bande-annonce du film pour voir comment ils s'étaient dépatouillés avec ce problème. Et c'est vrai qu'ils arrivent à ne pas trop en révéler, mais je me suis quand même dit que j'aurais été saoulée si j'avais vu la bande-annonce avant de voir le film. Si tu lèves les yeux vers le ciel étoilé, il va t'apprendre tant de choses sur ton avenir. Il ne te mentira pas. Il est d'une grande pureté. Ce que tu verras dépassera peut-être ce que tu voulais savoir. Mais tant qu'on a du cœur, l'espoir demeure.
En fait, ce trailer donne des clés de compréhension pour le spectateur, ce qui est évidemment bénéfique, mais j'avoue que j'ai préféré découvrir en temps réel ce que le film me réservait sans vraiment ne rien savoir. Surtout à la fin du premier acte, on se demande vraiment où ça va aller, on regarde le film comme un puzzle, et si j'avais vu la bande-annonce, la surprise aurait forcément été atténuée. Je pense que je suis pas la seule à avoir un petit a priori sur les bandes-annonces que je trouve toujours trop longues et trop explicites. Quand je vais au cinéma, il y a 2 critères principaux qui me permettent de déterminer si j'aime le film. Le premier, c'est l'émotion, qui peut prendre plusieurs formes, le rire, les larmes, la peur. Et le deuxième, qui est aussi une forme d'émotion en fait, c'est la surprise. J'adore me redresser sur mon siège parce que j'ai l'impression que je suis en train de voir quelque chose de nouveau et d'inattendu. C'est sans doute une déformation professionnelle, comme je regarde beaucoup de films pour le boulot. Il n'y a rien de pire que de voir un film et me dire « j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 10 fois ». Et à l'inverse, quand je me retrouve face à quelque chose qui semble vraiment frais, c'est comme une drogue. Like my own personal brand of heroin. C'est aussi pour ça que je ne regarde jamais de bande-annonce. En devenant critique ciné, j'ai pris l'habitude de voir les films plusieurs semaines ou mois avant qu'ils sortent, alors qu'aucune bande-annonce n'est encore disponible et que très peu d'informations sur le film existent, et j'ai vraiment pris goût à cette divine ignorance. En fait, j'aime bien me poser devant un film et le laisser me dire de quoi il va me parler. D'ailleurs, parfois, quand on ne comprend toujours pas au bout de 45 minutes quel est le propos, c'est plutôt mauvais signe. Et j'adore entamer une projection comme une petite enquête, essayer de deviner l'angle du film grâce à son premier plan ou la construction des premières scènes. J'ai l'impression qu'arriver en sachant le moins possible me rend plus active en tant que spectatrice. Je suis tout à fait consciente que découvrir un film sans rien savoir du tout est un vrai luxe. Moi, je vois les films en tant que professionnel, alors que les gens qui vont au cinéma les voient avant tout comme des consommateurs. C'est normal, pour choisir comment on va dépenser son argent, d'être un minimum renseigné sur le film qui nous tente, à quel genre cinématographique il appartient, quelles stars sont à l'affiche, de quoi ça parle, etc. Et c'est tout le défi du marketing, notamment des bandes annonces et des posters, d'aiguiller au mieux les spectateurs. De leur donner envie, certes, de dépenser leur argent, mais sans leur mentir. Je garde encore en travers de la gorge des exemples de films qui, selon moi, ont vraiment été desservis par leur marketing. Il y avait le film Hustlers de Lawrence Cafaria, qu'on pourrait traduire par Arnaqueuse. C'était un film avec Jennifer Lopez, et en France, il a été retitré Queens. Premier problème selon moi. Ça parle de stripteaseuses qui montent un système d'arnaque financière, mais avec le titre en lettres roses et pailletées et un morceau de Cardi B dans la bande-annonce, on retient surtout l'aspect striptease et ça peut donner l'impression qu'on va voir un film léger, entre guillemets girly, avec beaucoup de séquences de striptease, alors qu'en fait, il s'agit plutôt d'un thriller dont le propos et la structure évoquent plus le Loup de Wall Street ou The Big Short. Le jeu est truqué. Les gens qui suivent les règles peuvent pas gagner. C'est un peu comme braquer une banque, sauf qu'on a les clés. Vous en êtes ? Voici mes collègues. Des shots, s'il vous plaît. Et si l'un d'eux appelle les flics? Pour dire quoi? J'ai claqué $5000 dans un club de striptease, il me faut la police. Je me souviens aussi du film Brooklyn de John Crowley qui était sorti en 2015. C'est un long métrage magnifique dans lequel Saoirse Ronan incarne une jeune femme irlandaise qui émigre à New York dans les années 50 et qui va se retrouver un peu tiraillée entre ses 2 identités. Sauf que la promo mettait beaucoup l'accent sur les 2 hommes entre lesquels l'héroïne va aussi être tiraillée. Et donc ça laissait entendre que le film était plutôt un drame romantique. Je me souviens que dans la bande-annonce, il y avait écrit 2 pays, 2 amours. Avec la musique, on pouvait s'attendre à quelque chose de presque sirupeux et ça rendait pas du tout justice à la subtilité du film. Ellis Lacey, Jim Farrell. Je suis ravi de faire votre connaissance. Vous avez des plages à Brooklyn? C'est pas du tout la même chose. C'était Jim Farrell que j'ai vu dans la voiture. C'est un très bon parti. Je m'étais imaginé mener une autre vie. Mais tu pourrais avoir une belle vie ici aussi. Plus belle, même. Cher Tony, je veux que tu saches que je sais plus ce que je veux que tu saches. Je pense que ces 2 exemples sont pas anodins. J'ai l'impression que ce problème se produit surtout avec des récits féminins et des films qui vont peut-être être un peu trop rapidement résumés à des histoires de meufs. Une thématique peut-être à creuser dans un autre épisode. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois j'ai l'impression qu'une bande-annonce, ça peut même gâcher un film. Je me souviens encore du jour où j'ai vu la bande-annonce de Shutter Island de Martin Scorsese au cinéma. Je sais plus si c'était la construction du trailer ou juste mon incroyable pouvoir de déduction, mais il se trouve que j'ai tout de suite compris le twist du film. Du coup, quand il est sorti en salle, j'ai refusé d'aller le voir. Mon meilleur ami, hyper cinéphile, était très agacé par ma réaction. Il arrêtait pas de me dire « Mais non, c'est pas ça le twist. Je te jure, va voir Shutter Island, tu vas aimer. » Mais j'en ai jamais démordu, jusqu'à ce que je mate le film il y a quelques années parce que je voulais compléter ma filmographie de Scorsese. Et bah vous savez quoi, j'avais raison.
le twist était exactement celui que j'avais imaginé parce que j'ai juste un énorme cerveau. That's what she said. Et forcément, j'étais un peu déçue après toutes ces années d'attente, mais un peu contente de me dire que j'avais eu raison dès le départ. Mais je vous promets, je ne déteste pas toutes les bandes annonces. La preuve, il y a quand même un de mes films préférés que je n'aurais sans doute jamais découvert sans sa bande annonce. C'est Bellflower de Evan Glodell. J'ai vu la bande-annonce, tenez-vous bien, au Alamo Drafthouse à Austin. Le film était programmé au festival de cinéma South by Southwest cette année-là. Et j'ai pas pu aller le voir, mais le Alamo Drafthouse, qui, je le rappelle, est le meilleur cinéma du monde, diffusait les trailers des films projetés au festival. Et quand j'ai vu celui de Bellflower, j'ai pris une énorme claque. Who are you? Where are you from? What do you do? Oh, We will be heard. All right, here we go. Wait, what if it blows up or something? Then we're gonna be on fire. Okay. You don't want me to be your girlfriend. Why not? Because I'll hurt you. Oh, how do you know I won't end up hurting you? I doubt it. I'm pretty tough, you know. J'ai été tout de suite accrochée par la musique, le grain de l'image très spécial parce qu'il s'agit d'un film très indé. Il a été fait avec $17 000. Et le réal a lui-même fabriqué une des caméras avec lesquelles il a tourné le film. Bref, j'étais très intriguée. La raison pour laquelle j'adore cette bande-annonce, c'est aussi peut-être parce qu'elle révèle très peu de choses du film. Le pitch du film est très simple. Ça se passe au milieu de nulle part aux États-Unis. Un garçon rencontre une fille et ils vont tomber amoureux. Et je pense qu'il ne faut pas en savoir beaucoup plus. Et la raison pour laquelle cette bande-annonce a très bien marché sur moi, c'est aussi peut-être parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver dans ce film. Et comme le film était présenté dans un festival américain, qu'ensuite moi je suis retournée vivre en France, j'ai attendu très longtemps avant de pouvoir le découvrir. Et le seul truc qui me tenait, c'était cette bande-annonce que j'ai revue, je pense, des dizaines de fois au minimum. Et encore aujourd'hui, à chaque fois que je revois cette bande-annonce, ça me fout des frissons. Quand le film est sorti en salle en France, l'année d'après, je me suis ruée dessus. Je me souviens même du cinéma, je crois que c'était à l'UGC Odéon. Et ça n'a fait qu'approfondir ma fascination pour ce film, que j'ai trouvé incroyablement beau et unique et que j'ai revu de nombreuses fois. Evan Glodell n'a plus jamais rien fait après ce film, ça fait quasiment 15 ans, et ça me bute que la carrière de ce réalisateur n'ait pas décollé. Apparemment, il a plusieurs projets en cours, mais encore rien qui est sorti. Donc, à la personne qui a fait la bande-annonce de Bellflower, merci. À la fin de cet épisode, vous pourrez trouver mes critiques des sorties ciné de la semaine. Mais avant ça, j'ai eu l'occasion de discuter avec Philippe Grelat. C'est le patron de Filmanoid, une agence de promotion cinématographique spécialisée notamment dans la création de bandes annonces. Ils produisent à la fois ce qu'on appelle des promo reels, c'est-à-dire des petites vidéos destinées aux professionnels de l'industrie, mais aussi certaines des bandes annonces que vous voyez quand vous allez en salle. Evil Dead, De battre mon cœur s'est arrêté, Le petit Nicolas ou encore The Substance, tout ça c'était eux. Et j'ai donc demandé à Philippe Grelat de m'en dire plus sur les coulisses de son métier. Comment ça se passe de votre côté ? Vous recevez un script très en amont, vous recevez des images, vous recevez le film complet ? Généralement, ce sont les distributeurs qui nous mandatent pour réaliser la ou les bandes annonces, parce qu'il peut y avoir plusieurs formules. Et on peut recevoir le film 6 mois en amont pour avoir le temps de travailler sur une maquette qui doit convenir à tout le monde, à la fois aux distributeurs mais aussi aux producteurs. Donc vous recevez un film fini ? Fini ou quasi fini. Ça prend combien de temps du début à la fin pour créer une bande-annonce ? Nous, on prend 10 jours à partir du moment où on commence au distributeur avant de livrer une V1. Mais après, la V1, on peut faire 20 versions. Quel est le cahier des charges que vous recevez ou que vous mettez en application pour faire une bonne bande-annonce ? Le cahier des charges est très simple, il faut que ça donne envie. On peut avoir un brief assez succinct. On va nous donner à peu près la cible pour laquelle est dédié le film. On nous laisse un petit peu quand même, pour la V1, un peu une liberté pour proposer un peu nous comment on voit le film. C'est pour ça qu'on nous mandate. Parce que c'est un exercice quand même assez particulier où il va falloir à la fois synthétiser le propos du film sans trop en raconter. Comment vous arbitrez entre donner envie au public et ne pas trop en révéler sur le film que le public s'apprête à voir ? Quand je dis que je fais ce métier, on me dit souvent vous racontez beaucoup trop, on livre beaucoup trop de choses et tout. Aujourd'hui, il y a un tel flux d'images, on est tellement noyé dans un flux d'images que moi, je peux regarder une bande-annonce et le lendemain, ou même une demi-heure plus tard, il m'en reste pas grand-chose. Ce qui compte avant tout, c'est de donner envie et c'est plus un objet sensoriel.
pour moi, une bande-annonce. Ce qui est compliqué en France, c'est qu'on nous demande d'être narratif en étant assez court, d'exposer en fait les personnages et les problématiques. Aux États-Unis, on ne va pas hésiter à recouvrir et à illustrer tous les dialogues, plus se baser sur une sensation et mettre le paquet à l'image, alors qu'en France, on va nous demander beaucoup d'expliciter, qu'on comprenne qui parle. Ce qui est aux États-Unis vraiment un détail, ce qui compte, c'est la sensation. Ouais, c'est une petite histoire en fait, une bande-annonce française, c'est plus dialogué et... Ouais, exactement, c'est plus dialogué. Les distributeurs sont assez attachés à ce qu'on comprenne qui parle. C'est de bien faire comprendre le postulat du film et les enjeux. Est-ce que la pratique a changé ces dernières années, justement influencée peut-être par les réseaux sociaux, TikTok, notre capacité d'attention un petit peu modifiée ? Ah bah oui. Ouais. Et de quelle manière ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? Sur des films d'action, on peut nous demander de faire comme une espèce d'accroche avant que la bande-annonce commence. Comme une espèce de bande-annonce de la bande-annonce. Un pré-trailer, quoi. Oui, exactement. Où en 8 secondes, on va comprendre si c'est un film de genre, un film d'action, avant même que le programme commence. Donc ça n'existait pas avant les réseaux sociaux. Donc effectivement, ça a changé. Et puis la pratique a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on ne raconte plus les films de la même manière. On va travailler beaucoup plus le son, sensation que auparavant. Je vois encore il y a une vingtaine d'années, il suffisait de monter en rythme sur des musiques, et de bien raconter l'histoire et on avait une bonne bande-annonce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bandes-annonces où on met la part belle à l'atmosphère, au sound design. Est-ce que les bandes-annonces aujourd'hui sont plus longues qu'avant ou c'est juste une impression ? Non, elles sont pas plus longues. Il faut savoir qu'en fait, une bande-annonce qui excède 1 minute 30 va passer plus difficilement en salle qu'une bande-annonce qui fait 1:30. Le distributeur qui n'achète pas d'espace, par exemple, souvent va nous demander un module pas trop long pour être sûr d'avoir plus de chances de passer en salle que s'il proposait aux exploitants des bandes-annonces d'une 45, une 50. Quand vous parlez de distributeurs qui achètent de l'espace pour les bandes-annonces, concrètement, ça veut dire quoi ? Un distributeur peut vouloir acheter de l'espace et mettre en avant un film en payant. Il s'assure que la bande-annonce sera diffusée dans le noir et un peu plus fort, etc. Donc, c'est ça aussi d'acheter de l'espace. Mais l'espace est très cher. Généralement, les distributeurs vont acheter du 60, ce qu'on dit 60 secondes. C'est à la seconde près. Et là, en achetant de l'espace, vous êtes diffusé dans d'autres conditions que entre le popcorn, la glace Nico, quoi. Donc en fait, oui, quand il y a la distinction quand on est en salle entre les bandes-annonces qui sont diffusées au tout début avec la lumière et les bandes-annonces sur lesquelles on est obligé de se concentrer parce qu'effectivement la lumière est éteinte. Et ça, c'est une différence d'argent qui a été dépensée par le distributeur. La différence, elle est très simple. Quand vous passez, que la lumière est allumée, c'est gratuit pour le distributeur. Et puis effectivement, quand vous êtes au noir, etc., c'est quand vous avez acheté de l'espace. Vous mettez véritablement 1 ou 2 bandes-annonces en avant. Je pense que j'ai aussi cette impression que les bandes annonces en révèlent parfois un peu trop. Je vais être un peu frustrée parfois où j'ai l'impression qu'il y a un peu un condensé du film qui m'est donné en 1 minute 30. Est-ce que ça a changé aussi ? C'est-à-dire que les bandes annonces doivent être plus explicites maintenant qu'elles ne l'étaient avant parce qu'on part du principe que la capacité d'attention ou que la concurrence est trop forte à l'heure actuelle et que donc pour donner envie, il faut donner encore plus de billes en fait au public ? Oui, je pense que c'est ça. Après, c'est plus compliqué encore pour les comédies, parce que les comédies, c'est très compliqué pour les réalisateurs de livrer les vannes vraiment importantes qui sont dans le film. On se doit de les livrer un peu dans la bande-annonce, parce qu'effectivement, il y a un flux tel qu'il faut accrocher, il faut essayer de faire rire, de surprendre, d'émouvoir dans un minimum de laps de temps. Donc, sur les comédies, c'est compliqué dans le sens où on peut révéler des vannes un peu clés du film, et c'est ça. On peut créer beaucoup de frustration à la fois chez le réalisateur, mais comme aussi les spectateurs. Est-ce que dans les briefs, ça arrive qu'on vous dise « Attention, il ne faut surtout pas révéler tel événement ou telle blague ou telle scène dans votre bande-annonce » ? Oui, ça nous est arrivé encore il n'y a pas très longtemps sur un film iranien qui n'est pas encore sorti, dans lequel un personnage assez important meurt. Et en découle toute une série d'événements. C'était très compliqué parce que du coup, on a dû réécrire un peu le film, ce qu'on voulait raconter. Et
tout en pouvant utiliser les situations post-mortem, si je puis dire, personnage, sans révéler véritablement qu'il y a un personnage qui meurt. Donc oui, ça nous arrive qu'on nous dise sur une comédie, cette vanne, non, c'est pas possible. Enfin, généralement, les distributeurs aiment beaucoup livrer les choses. Ce qui compte, c'est que nous, quand on leur envoie une V1, ils se disent « Waouh, c'est vachement bien ». Waouh, ce film qu'on distribue a l'air super. C'est de la pub, il faut pas oublier que c'est de la pub. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on a des défis qui peuvent être similaires parce que je me demande souvent en écrivant une critique ce que je peux révéler ou pas d'un film, parce qu'en plus il y a des gens qui sont très sensibles sur la question des spoilers, mais parfois c'est très difficile de donner envie d'un film ou d'en parler sans révéler forcément une partie de ce qui s'y déroule, quoi. Ouais, c'est compliqué. Là, c'était assez compliqué. En plus, les films iraniens, le perse, c'est une langue magnifique mais très longue qui va prendre son temps. Les phrases sont très longues pour dire des choses qu'on dit en français de manière très courte. Donc, pour un phrasé de bande-annonce, c'est très compliqué, parce que ce qui marche dans une bande-annonce, c'est le rythme, c'est des phrases courtes, qui sont comme des catchlines, en fait. Je pense qu'un des clichés de bande-annonce qui m'énerve le plus de ces dernières années, c'est le vieux tube disco ou soul qui est réutilisé en cover. Alors j'ai l'impression que c'est plus dans les bandes-annonces américaines. Nous, on est confrontés à ce problème, si je peux dire régulièrement, c'est-à-dire que on ne peut pas utiliser la musique qui est présente dans le film pour des histoires de coups. La moindre synchro sur une bande-annonce, sur un timing, j'en sais rien, de 45 secondes, par exemple, un titre vraiment pas ultra connu, ce sera autour des 15 ou des 20 000 euros. Donc, c'est beaucoup d'argent sur une bande-annonce pour la France. C'est même pas les droits monde. Et c'est là où ça devient un peu difficile de trouver des musiques vraiment de qualité pour remplacer, je sais pas, si on a un James Brown dans un film qui va être impayable, on va trouver un ersatz de James Brown, James Brune, je sais pas comment s'appelait. Il y a aussi la musique de bande-annonce un peu cliché, je pense, dans la tête des gens. C'est la musique un peu à la Hans Zimmer qui fait... Bah ça, pour les films d'action, oui. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, on est sur des choses un peu plus sensorielles, du sound design, des booms, des hits, des nappes, plus qu'une orchestration classique. Il y a des choses qui sont très bien faites là-dessus. On arrive à trouver des choses plutôt bien produites. Là où ça devient très compliqué, c'est pour des films d'auteur. Oui, parce qu'en plus, la musique, elle est cruciale dans la bande-annonce parce qu'elle va déterminer le ton, justement, si vous choisissez une musique plus mélancolique ou plus humoristique ou plus rythmée. Exactement. Est-ce que ça vous arrive de monter des bandes-annonces de films d'horreur ? Parce que j'imagine que là, c'est un exercice encore différent avec des jumpscares, notamment dans la bande-annonce. Complètement. Enfin, c'est pas complètement, mais c'est un exercice différent dans le sens où, sur les films de genre, il y a beaucoup de choses qui passent par l'image et très peu par le dialogue. On va mettre 3-4 dialogues et après, comme l'essentiel repose beaucoup sur le sound design et l'image, c'est compliqué. Puis vous devez soit reprendre des jumpscares préexistants dans le film, ou parfois en créer avec peut-être une structure différente dans les images. Ça nous est arrivé, nous, d'essayer de créer des vannes sur des films qui sont pas assez drôles. Comment on peut faire pour que ce soit plus drôle, jouer sur des oppositions, des ruptures, et essayer de créer par des antagonismes, des effets de montage, des vannes qui sont pas dans le film. Et après, du coup, c'est à vous qu'on va se plaindre quand on dira la bande-annonce était vachement mieux que le film. Exactement. Heureusement, mon numéro ne figure pas sur le site. Sinon, je pense que oui, je serais obligé de prendre quelqu'un pour recueillir toutes les réclamations. Oui, vous aviez fait la bande-annonce de The Substance. Oui, mais là, on avait carte blanche. On avait vraiment carte blanche. Non, c'est chouette, ça. Ouais. Mais généralement, on a carte blanche, on fait appel à nous pour lui dire surprenez-nous. Et souvent, les distributeurs veulent être aussi comme des spectateurs surpris. Ça fait sens, finalement. Oui, comme vous dites, c'est très subjectif. Et donc, eux, ils redécouvrent le film à travers votre regard. Ouais. Et si ça fonctionne, c'est banco, quoi. Exactement. C'est même après, pour la V2, que le brief arrive. C'est genre, merci pour votre proposition. Attendez, on va retenir ça. Est-ce qu'il y a une bande-annonce dont vous êtes le plus fier ? Oui, il y en a quelques-unes. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est un travail d'équipe. Les bandes annonces qu'on trouve super, souvent, elles ne sont pas faites par une seule personne. Parce que c'est compliqué à faire et que c'est bien d'avoir le regard de plusieurs monteurs. Mais donc, ça aide de faire une bonne bande-annonce si vous avez beaucoup aimé le film qu'on vous envoie ? C'est plus agréable de travailler dessus ? C'est marrant parce qu'il y a un distributeur qui
pense qu'on est meilleur sur les films mauvais qu'ils distribuent que sur ces bons films. Et souvent, les distributeurs ont besoin de savoir si on a aimé le film ou pas. Mais en fait, si on devait travailler que sur les films qu'on aime, je ne travaillerais pas. Après, c'est un exercice. Donc, de savoir si on a aimé, finalement, on s'en fiche un peu, quoi. Ce qui est important, c'est de comment on va le vendre. L'implication sera la même. Est-ce qu'il y a des clichés de bande-annonce qui vous agacent ou que vous essayez d'éviter ? Déjà, moi, je regarde pas de bande-annonce. Ok. J'aime pas trop ça, en fait. Oui, c'était ma prochaine question, justement. Est-ce que vous regardez des bandes-annonces ? Parce que moi, je le confesse, du coup, j'en regarde plus depuis des années. Enfin, sauf quand je suis en salle et que je suis forcée parce qu'elles sont devant mes yeux. Mais sinon, j'en regarde pas parce que je veux garder une expérience de visionnage la plus fraîche possible. Ouais, je comprends. Moi, à titre personnel, je n'en regarde pas. Je regarde à titre professionnel. Ouais. Je vais regarder des bandes-annonces qui s'apparentent à peu près à des films qu'on reçoit pour avoir une idée. Tel film d'horreur, comment il avait été monté, est-ce que c'était intéressant, c'est les mêmes thématiques, jusqu'où ils sont allés dans le récit. C'est quoi la plus grosse galère que vous avez eue avec une bande-annonce ? Je crois que c'est de perdre tous les fichiers. C'est vrai ? C'est de perdre tous les fichiers à, je sais pas, à J-3 ou 4 de présenter des problèmes techniques, en fait. Donc là, c'est horrible. Ouais, c'est plus technique que créatif, en fait, les galères. On a aussi, alors non, justement, ça nous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de chercher de la musique pendant 3-4 jours entiers pour un projet. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? C'est le moment de vous parler de quelques films actuellement disponibles en salle. Mon coup de cœur, c'est pas une sortie très récente, puisqu'il est sorti pendant que j'étais au Festival de Cannes et j'avais très très hâte de le rattraper. C'est Destination Finale Bloodlines de Zach Lipovsky et Adam Stein. I held him off for years. Charlie, get up here. He's a relentless son of a bitch. Won't stop till he finishes the job. Death is coming for our family. C'est le nouveau film de la saga Destination Finale, une franchise qui s'est achevée il y a 15 ans et qui a vraiment marqué mon adolescence. Encore une fois, en revenant de festival, généralement, je suis assez fatiguée et j'ai surtout envie de me divertir au cinéma. Donc là, tout ce que je voulais, c'était voir des gens être butés de manière très créative. Et j'ai pas été déçue du voyage. Je suis allée à une séance du matin parce que les adolescents me font peur et que je voulais éviter les projets du soir pour être tranquille. Et c'était génial. J'ai crié à plusieurs reprises, je me suis cachée derrière mes mains, j'ai ri de manière sonore, j'ai glapi d'appréhension et je suis sortie avec 3000 points d'énergie en plus. Pour moi, les bons films d'horreur, c'est des films qui évoquent les mêmes sensations qu'une attraction de fête foraine. C'est des frissons ludiques, en fait. Et c'est exactement ce que m'a procuré Destination Finale Bloodlines. C'est un très très bon ajout à la franchise qui reprend la formule habituelle. Pour ceux qui connaissent pas le concept, dans tous les films Destination Finale, au tout début, il y a une énorme catastrophe qui se produit. Et on découvre juste après qu'en fait, il s'agissait de la prémonition d'un personnage qui va empêcher cette catastrophe, mais tous les gens qui ont survécu alors qu'ils n'auraient pas dû vont être rattrapés les uns après les autres par la mort, en fait, dans des accidents absolument atroces et, encore une fois, très inventifs. Et donc là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film se contente pas de répéter la formule exactement de la même manière, il y ajoute quelques twists, et il va aussi approfondir la mythologie de la franchise Destination Finale, mais sans être relou non plus. Moi, perso, je vais pas voir un film Destination Finale pour creuser la mythologie des personnages, mais j'avoue que là, c'est quand même fait d'une manière assez intelligente. Il y a notamment un personnage sur lequel, là, on va avoir de nouvelles informations. C'est très très bien foutu, c'est aussi, je pense, un des films les plus drôles et les moins sexistes de la saga. Bref, gros banger, j'ai qu'une seule hâte, c'est de le revoir 26 000 fois. En salle actuellement, il y a aussi le film Crass de Luna Carmoon. It used to take me longer to remember mother's voice. I can hear her again. Boy, what are you playing at? I can smell a memory. I've come to realize grief will never heal over time.
On est aussi sur une thématique un petit peu dérangeante, pour le coup un peu moins ludique que Destination Finale Bloodlines et plus réaliste, même si je dirais qu'il y a beaucoup de réalisme magique dans le film. Crass, c'est un récit initiatique féminin. Et pour le coup, c'est un film qui contient pas mal de scènes pendant lesquelles je me suis dit « Ah, ça, je l'ai jamais vu ». Et donc, vous l'aurez compris, c'est un élément très important pour moi quand je regarde un film. Ça parle d'une jeune fille qu'on découvre d'abord quand elle est petite et puis ensuite on va la voir quand elle devient jeune adulte, dont la mère est atteinte du syndrome de Diogène. En anglais, on appelle ça une hoarder. En fait, c'est quelqu'un qui accumule de manière compulsive plein de choses chez elle. C'est un problème de santé mentale et ça crée des problèmes de santé aussi physiques, notamment pour cette petite fille qui vit dans la crasse. Et ça va créer des traumatismes qu'elle va essayer d'apprivoiser ou de détricoter à l'âge adulte. L'actrice adolescente est jouée par Sora Lightfoot Léon. Je la connaissais pas du tout, mais je dois dire qu'elle est vraiment magnétique. C'est un film très subversif, avec des séquences assez dérangeantes, non seulement sur la crasse et l'oppression créée par le syndrome du personnage de la mère, mais aussi dans la manière dont le personnage de la fille va exprimer ses traumatismes et va essayer d'explorer sa propre identité. J'ai trouvé le film un petit peu trop long et répétitif. La fin m'a aussi paru un petit peu plus conventionnelle, alors que ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est toutes ces séquences qui sont assez surprenantes. Mais ça m'a quand même évoqué Sweetie. C'était le premier long métrage de Jane Campion, qui est devenue évidemment une réalisatrice iconoclaste, qui a aussi fait La leçon de piano et qui parle de féminité au cinéma comme personne d'autre. Là aussi, c'est un film qui va toucher à beaucoup de tabous féminins d'une manière que j'ai trouvée très intéressante et assez impressionnante. Surtout que la réalisatrice Luna Carmoon n'a que 27 ans. Comment ose-t-elle être aussi talentueuse et ambitieuse à cet âge ? Je trouve ça d'une grande injustice. Mais je dirais que c'est vraiment le point fort du film, c'est aussi l'éclosion d'une nouvelle voie de cinéaste. J'avoue que je suis très impatiente de voir ce que Luna Carmoon fera par la suite. On sent aussi que c'est un récit très personnel. Je ne sais pas si ça a été inspiré directement de sa vie, mais il y a quelque chose de très singulier dans la manière dont elle a choisi de raconter cette histoire. Et si vous êtes à Paris le 16 juin, il se trouve que le film est projeté au cinéma MK2 Bibliothèque lors d'une séance spéciale qui sera suivie d'une conférence avec un psychiatre sur le thème santé mentale et trauma d'enfance. Donc là, évidemment, je sais que tout le monde n'aura pas forcément la possibilité d'y aller, mais je pense que ça peut être intéressant de découvrir le film avec un éclairage aussi autour de la santé mentale. Dans tous les cas, c'est un film qui est pas parfait, mais pour un premier long métrage, je l'ai trouvé d'une grande ambition, d'une grande inventivité, et surtout, j'aime beaucoup les récits féminins subversifs, et je pense que celui-là coche toutes ces cases. Le dernier film dont je veux vous parler, c'est Indomptable, de et avec Thoman Gijol. Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles. Sois pas présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout. Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Le film était sélectionné à la 15aine des cinéastes à Cannes cette année. Et c'est typiquement un film où le fait de ne pas du tout savoir à quoi m'attendre a pas trop joué en ma faveur. J'ai été un peu décontenancée au début par rapport au ton du film et j'avais du mal à comprendre où est-ce qu'il voulait en venir parce qu'il y a plein d'éléments. Ça se passe au Cameroun et c'est un film policier mais aussi un récit familial. En gros, on suit un flic qui est tiraillé entre une enquête qui lui prend la tête, le manque de moyens de la police locale, les intérêts politiques de divers personnages et aussi son rôle de père de famille. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est son humour très noir et très sec, et aussi ce personnage assez antipathique, mais malgré tout très charismatique, qui a énormément de répliques très très drôles et très cinglantes. Vous allez me dire que le flic anti-héros, c'est pas hyper original comme archétype, mais là j'avoue que j'ai été captivée par le personnage qui est donc joué par Thoman Gijol, et je me suis dit en fait que cette histoire aurait pu être mieux racontée en série qu'en film, parce que ce que j'ai préféré dans Indomptable, c'est la création d'un univers. Ce mood très particulier que j'ai mis du temps à capter, mais qui me reste vraiment en tête maintenant que j'ai vu le film il y a plus d'un mois. Et avec toutes ces bonnes répliques, ces personnages assez emblématiques, et cette histoire d'enquête, de corruption mêlée à un récit familial, c'est tellement riche que limite avec un film, on n'a pas assez le temps de laisser le récit s'installer. J'étais un petit peu sceptique en sortant de la projection, mais là, avec la distance, je trouve quand même que c'est un film qui m'est bien resté en mémoire et qui a quelque chose de très original dans son approche. Donc franchement, allez y jeter un œil. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films.
Merci à Philippe Grelat de nous avoir dévoilé les coulisses des bandes-annonces de cinéma. Merci à Clément Pourcin d'avoir prêté sa voix à cette merveilleuse bande-annonce que vous avez entendue au début du podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et mettre un petit commentaire. Si ça ne vous a pas plu, je ne veux pas le savoir, laissez-moi me faire des films. Si vous voulez voir le merveilleux film Bellflower d'Evan Glaudel, sorti en 2011, il est disponible en France en streaming sur la plateforme Shadows. Et vous pouvez aussi suivre toutes mes aventures sur le compte Instagram Ami le podcast. À la semaine prochaine. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Et au fait, je t'ai pas dit. Ouais. Anaïs, elle se fait des films. Mais non.